BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour Hebdocom, votre rendez-vous publicité et communication tous les week-ends sur BFM Business. Parlons bouffe, la formule est familière, c'est pourtant la nouvelle signature de marque d'Uber Eats. La plateforme met à l'honneur ses livreurs et restaurateurs dans un spot dévoilé ce vendredi à la télévision. Nous recevons pour en parler la directrice marketing de la marque en France, Anne Brandford-Griffith. France Digital porte plainte contre Apple auprès de la CNIL. Le géant américain fait face à une nouvelle plainte à l'encontre de ses pratiques publicitaires. Simon Tenenbaum vous explique tout dans un instant. Et puis à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes, nous reviendrons sur la campagne Regarde-moi bien de la Fondation des femmes. Un zoom avec sa présidente Anne-Cécile Meffer et Gilles Masson, coprésident d'Australigad. Voilà le programme Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, les news. Un tour de l'actu pub de la semaine avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business. Bonjour messieurs. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Julien, on commence avec votre coup de cœur et cette semaine, c'est Lay's qui lance une extension sur Google Chrome. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience. Manger des chips en regardant un film est souvent frustrant. Le bruit de la mastication est tellement fort qu'on n'entend plus le film. Mais Lay's a trouvé la solution avec l'agence vietnamienne Happiness Saigon. La marque a développé une extension à installer sur le navigateur Google Chrome. Lay's Crispy Subtitles, c'est son nom. Cette extension reconnaît les bruits de mastication de chips et déclenche automatiquement les sous-titres des vidéos YouTube. Alors je sais, vous allez me dire qu'il ne s'agit que d'un bon coup de com' de la marque. Eh bien non, l'extension existe vraiment. Après, on a essayé de la faire fonctionner à la rédaction, on n'a pas réussi. Bon, on retentera. On a vraiment eu du mal. Quelques jours. Alors pour former l'intelligence artificielle, l'agence dit avoir enregistré 178 heures de dégustation de chips dans le monde, comme au Vietnam, aux États-Unis, en France ou au Portugal. Alors on imagine que ça a été un vrai bonheur pour ceux qui adorent les bruits de bouche. Voilà, donc nous on refera l'essai avec notre paquet de chips parce qu'on n'a pas encore réussi, mais on y compte bien. On poursuit dans un tout autre style avec La Roche-Posay qui s'engage contre la stigmatisation des problèmes de peau. Oui, dans sa nouvelle campagne internationale, la marque change de ton. Elle dresse le portrait de femmes et d'hommes victimes de moqueries ou de jugements à cause de leurs problèmes de peau. Imaginée par BETC, la publicité montre leur peau telle qu'elles sont, sans retouche. Une voix off nous explique les conséquences de ces problèmes de peau sur leur vie quotidienne. Manque de sommeil, de confiance en soi, pression sociale, isolement. Tant de difficultés contre lesquelles ils luttent chaque jour. Regardez. Pour toutes ces nuits blanches. Pour toutes ces cicatrices. Pour tous ces moments où tu n'osais même plus te regarder. Pour toutes ces fois où tu as continué à te battre. Où tu as décidé que tu valais plus que ça. Ce combat, il est pour toi. Avec ce spot, La Roche-Posay veut sensibiliser le grand public sur ce sujet. Elle espère d'ailleurs que suite à sa campagne, des gens partageront leurs propres histoires et leurs combats face aux préjugés. Une façon pour la marque d'aider à la libération de la parole sur les stigmatisations sociales liées aux problèmes de peau, tout en mettant en avant ses produits. Et de son côté, Unilever arrête d'utiliser le mot normal pour ses cosmétiques, Julien. Oui, vous savez, ce mot qu'on le retrouve par exemple sur les shampoings ou sur les crèmes. Il y a des crèmes pour les problèmes de peau sèche, les peaux grasses, et puis celle pour les peaux normales. Eh bien, Unilever n'utilisera plus ce terme. L'idée de la marque, c'est d'être plus inclusive. Autre engagement du groupe, cette fois-ci pour faire face à la discrimination. Unilever va également arrêter de modifier les photos de ses mannequins dans ses publicités et sur ses emballages. Fini donc les retouches sur la forme du corps, la taille ou la couleur de peau. Déjà, l'année dernière, le groupe avait annoncé la fin du mot blanc et clair sur ses produits pour la peau. Une décision prise également par son concurrent L'Oréal. Merci Julien Rizzo. Frédéric, votre sélection ce week-end, c'est le clip du gouvernement pour encourager la vaccination contre le Covid-19. C'est plutôt racontez-nous. Moi j'ai été un peu séduit par cette campagne parce que je peux pas dire que généralement les communications gouvernementales, en particulier sur le Covid, soient très enchantantes, très joyeuses. Et celle-ci, je trouve, est plutôt sympathique. Elle est signée Melon France. On y voit une vieille dame qui attend ses petits-enfants
enfants sur une musique de Gilbert Bécaud. Vous allez me dire, bon, cette mode de la vieille chanson française est un peu lassante, certes, mais il y a une jolie chute. Et pour une fois, c'est pas stressant, c'est pas culpabilisant, c'est assez agréable. Moi, oui, la chute justement, donc elle retrouve ses petits-enfants et donc du coup, forcément, ça donne envie de se vacciner pour que ça arrive en vrai. Et Frédéric, c'est un sentimental. Maintenant, on commence à le savoir. Allez, tout de suite, on parle bouffe dans Hebdocom. C'est familier, mais vous allez comprendre. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Uber Eats change de positionnement en France. La plateforme a lancé hier une nouvelle publicité à la télé. Elle met à l'honneur les restaurateurs partenaires et surtout les livreurs. Sa nouvelle signature, c'est Parlons Bouffe. Bonjour Anne Brandford-Griffith. Bonjour Marie. Vous êtes directrice marketing d'Uber Eats France. Ces livreurs, ce sont donc les personnages principaux de ce nouveau spot. On regarde un bout puis on en parle juste après. Le meilleur couscous de Paname. Attends. T'es sérieux? Bien sûr, je suis sérieux. Bon, Bilal, le meilleur burger, tu le connais, toi? Je vois du tofu dans du pain, moi. Goûte-le, on en reparle. J'ai pas le temps, moi. J'ai la meilleure pizza du monde à livrer. Pizza hawaïenne. Ananas? Mais t'es pas sérieux, Bilal? Madame, il est pas sérieux. Oui ou pas de l'ananas? Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici? Alors, on ne voit quasiment pas de consommateurs dans ce film. Pour quelle raison? Non, il n'y a pas de consommateurs. La raison, c'est qu'on voulait mettre en fait les livreurs et les restaurateurs à l'honneur. En fait, c'est eux qui font notre service, c'est eux qui cuisinent, c'est eux qui vous livrent. Et donc, on voulait vraiment les mettre à l'honneur, surtout en ce moment, dans notre nouvelle campagne de marque. Et du coup, on dirait presque un film de recrutement. Non, sérieusement, je veux dire, ça m'a rappelé une autre campagne Uber, pour le coup, d'il y a quelques années, où on mettait les chauffeurs, pour le coup, en valeur. Et là, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, dans la mesure où on ne voit pas, où on ne fait qu'apercevoir les clients, c'est presque RH, non? Alors, c'est pas une campagne de recrutement pour les livreurs, mais c'est une campagne où on veut changer la perception de notre marque et de notre sélection de restaurants. En fait, on veut montrer aux gens qu'il y a toutes sortes de restaurants et toutes sortes de types de plats qui sont disponibles sur la plateforme. Il y en a 44 000 au total qui sont disponibles. Aujourd'hui, on a 28 000 restaurants partenaires aussi disponibles via notre service Uber Eats. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les gens réalisent en fait la diversité et la richesse de la sélection qu'on a. Alors, la Commission européenne a lancé fin février une consultation avec les partenaires sociaux pour améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent pour les plateformes numériques et donc justement ces livreurs. Ce serait pas un peu, je reviens sur la question de Frédéric, pour redorer votre image, cette campagne? C'est pas pour redonner notre image. On voulait vraiment montrer, avec ces deux coursiers, on voulait montrer des livreurs tels qu'ils sont et qui travaillent sur la plateforme. L'idée, c'est de les mettre à l'honneur et d'en faire vraiment les héros de ce spot parce que c'est les héros de notre service. C'est eux qui font que les plats vont des restaurants chez les consommateurs. Donc, c'est pas pour forcément redorer notre image, c'est pour les mettre à l'honneur. C'était pas le brief de départ. L'idée, c'était pas... Non, c'était pas le brief de départ. Le brief de départ, c'était sur la qualité. C'était vraiment avoir une campagne qui mette en avant la qualité de notre sélection, la richesse des plats qui sont disponibles. D'accord. Et alors, pour votre signature, c'est Parlons Bouffe. Pourquoi avoir choisi un terme familier? Alors, c'est pas un terme familier, c'est un terme c'est un terme du quotidien. C'est un terme que les Français utilisent au quotidien quand vous dites à des amis que vous allez les inviter pour faire une bof bouffe chez vous. Vous utilisez ce mot et c'est pas un mot vulgaire. C'est un mot vraiment du quotidien et c'est pour ça qu'on l'a choisi. On voulait une signature qui soit un peu en décalage, qui interpelle et en même temps qui invite au débat et à la discussion parce qu'en fait les Français parlent de nourriture tout le temps. Ils en parlent avant de manger, pendant qu'ils mangent et après avoir pris un repas pour anticiper les repas futurs. Et donc voilà, on voulait vraiment lancer un débat autour de la nourriture et des repas. Et alors, pour le coup, il y a quand même un peu un paradoxe, dans ce film, parce que c'est vrai que vous voulez mettre en valeur la diversité de ce qu'il est possible de commander, mais c'est pas très 5 fruits et légumes. Enfin, ce qu'on aperçoit là, c'est quand même, on est plutôt dans la pizza. Il y a la pizza à l'ananas. Oui, d'accord. Il y a de l'ananas, D'accord, et il y a peut-être des tomates cerises sur la pizza, mais non? Et Mo qui propose de rajouter des fraises, ça fait 2 fruits. Ouais.
En fait, on voulait mettre en avant vraiment les restaurateurs et la diversité des plats. Donc oui, on parle de couscous, mais on parle de couscous végétarien, merguez. Oui, on parle de pizza, mais on a aussi des chefs qui sont Michel Saran, Anto Cocagne, Guillaume Sanchez, qui eux proposent une cuisine plus de grands chefs. Là, vous n'avez pas joué cette carte-là. Pour le coup, dans le film, on est vraiment dans la bouffe, faut l'appeler comme ça, du quotidien, quoi. Après, c'est vrai que nos consommateurs, quand ils commandent sur Uber Eats, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à se faire plaisir. Et donc, c'est vrai qu'on met en avant les plats qui sont les plus commandés sur notre plateforme. Mais on a aussi voulu montrer que y avait pas que ça sur Uber Eats. Et si vous voulez, par exemple, commander chez Michel Saran à Toulouse, vous pouvez. Si vous voulez découvrir la cuisine africaine avec Anto Cocagne, vous pouvez. Et si vous voulez tester le nouveau restaurant de Guillaume Sanchez, vous pouvez aussi. Donc oui, il y a des burgers, il y a de la pizza, il y a des kebabs et des couscous, mais il y a aussi de la bistronomie, il y a aussi des chefs étoilés sur Uber Eats, et je vous rassure, il y a aussi du quinoa, des salades. Oui, moi je suis pas du tout inquiet. Et des plats plus sains. Comment faites-vous pour vous différencier des campagnes de communication comme pour Deliveroo par exemple ? Parce qu'on en voit beaucoup des campagnes pour ces plateformes en ce moment. Alors c'est vrai que quand nous on réfléchit à une campagne, on ne pense pas forcément au positionnement. Pensez pas aux concurrents ? On regarde ce que font les concurrents, mais c'est pas notre focus, c'est pas notre priorité. Nous, ce qu'on essaye, c'est avant tout de d'innover et donner une autre image de notre marque. Et donc nous, la manière dont on s'est différencié, je pense, dans cette prise de parole, c'est justement en mettant les coursiers et les restaurateurs à l'honneur. C'est vrai que dans d'autres. Et donc de donner une autre image à votre marque. Donc c'est de dire nos livreurs en ce moment, ça se passe bien chez Uber Eats et ils ont le sourire comme dans ces spots. C'était l'idée ? Pas nécessairement de dire ils ont le sourire. L'idée, c'était de montrer que c'était eux les héros du quotidien qui permettent que dans cette période un peu difficile, si vous voulez vous faire plaisir le soir chez vous et faire une bonne bouffe. Voilà, exactement. Et pareil pour les restaurateurs qui malheureusement ont leur restaurant fermé et pour qui la livraison à domicile avant c'était plutôt un complément à l'activité qu'ils avaient en salle. Ici aujourd'hui c'est 100% de leur activité. Donc c'était pas forcément de donner une fausse image ou une image trop joyeuse, c'était juste de les remercier, de les mettre à l'honneur plutôt que des moments de consommation ou des consommateurs. Voilà. De fait, c'est les héros, parce que il suffit de se promener ils sont partout. À Paris, oui, mais surtout après 18h, il n'y a plus qu'eux, en quelque sorte, dans les rues, en tout cas à pouvoir circuler à peu près légalement, et ça vous réussit, puisque vous avez une croissance de 225% dans le monde, Uber, l'année dernière. Du coup, puisque ça va si bien, pourquoi faire de la pub ? Pourquoi faire de la pub ? Alors déjà, Uber, on a une activité évidemment de livraison de repas, mais on a une activité aussi de VTC qui, elle, du coup, a été fortement impactée par la crise. Et pourquoi faire de la pub ? Parce qu'aujourd'hui, en France, donc on est disponible pour quasiment un Français sur deux. On couvre 55% de la population dans plus de 235 villes. Et justement, on est présent sur le territoire français que depuis 5 ans. Et on veut s'assurer que non seulement tout le monde nous connaît notre service, comprend ce que c'est que notre service, mais aussi comprenne ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée du coup au quotidien et notamment en ce moment. Merci Anne Brandford-Griffith d'avoir été avec nous aujourd'hui. La directrice marketing d'Uber Eats France était sur le plateau d'Hebdocom. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Apple attaqué de toutes parts pour ses pratiques publicitaires et son comportement vis-à-vis des startups. C'est le thème de l'édito de Simon Tenenbaum, journaliste BFM Business. Bonjour Simon. Bonjour, oui, les attaques se sont multipliées contre Apple ces dernières semaines. Évidemment, Google, Facebook et Amazon sont aussi régulièrement la cible de critiques, de plaintes, mais c'est vraiment Apple qui est en ce moment dans l'œil du cyclone. La dernière attaque en date spectaculaire, si l'on veut, c'est celle de France Digital. Il y a quelques jours, l'association qui regroupe plusieurs centaines de start-up françaises et qui a décidé de déposer donc une plainte devant la CNIL, le gendarme des données, en raison des pratiques de ciblage publicitaire d'Apple qui ne seraient pas conformes à la réglementation européenne. Mais ce n'est qu'une plainte parmi d'autres, il faut le rappeler. Avant cela, plusieurs organisations du monde de la pub digitale ont aussi attaqué Apple devant l'autorité de la concurrence, là aussi en raison de ses pratiques publicitaires. Et puis le dossier Apple qui est très haut sur la pile de dossiers de Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, qui après s'être attaquée à
l'optimisation fiscale du géant américain, a ouvert une enquête cette fois sur la manière dont Apple traite les développeurs d'applications sur son App Store. Et puis pour rajouter à tout ça, le Royaume-Uni vient d'ouvrir aussi une enquête pour exactement la même raison en Grande-Bretagne. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce pauvre Apple? Alors pour s'y retrouver, on va dire qu'il y a deux sujets. Le premier, cette salve d'attaque est d'abord liée à donc la mise à jour d'iOS 14, le système d'exploitation des iPhones, qui va considérablement changer la manière dont Apple autorise les applications à collecter vos données sur les iPhones, données utilisées ensuite pour faire de la pub ciblée, évidemment. Concrètement, sous peu, les utilisateurs d'iPhone devront donner obligatoirement et systématiquement leur consentement dès l'installation d'une application, n'importe quelle application, pour que le développeur ait accès à ces données via ce qu'on appelle l'identifiant publicitaire de l'appareil. Apple justifie cette nouveauté au nom de ses efforts pour améliorer le respect de la vie privée de ses clients, c'est un de ses grands axes marketing, mais ça soulève des craintes pour tout l'écosystème qui vit de cette pub ciblée, crainte de voir ses revenus publicitaires chuter avec un taux de consentement qui va très probablement s'effondrer, alors que, et c'est là le vrai problème, alors que dans le même temps, Apple va pouvoir continuer à développer ses propres revenus publicitaires, car Apple est accusé en fait de ne pas appliquer à lui-même les règles qu'il veut faire, qu'il impose aux autres. Quand les données des utilisateurs d'iPhone sont récoltées pour son propre compte, il n'y a pas besoin de donner son consentement. Et si on n'est pas d'accord avec ça, il faut aller très loin dans des menus et des sous-menus pour décocher une petite case pour dire je ne donne pas mon autorisation. Et donc le deuxième sujet de crispation, qui concerne peut-être un peu moins le monde de la pub, mais en fait aussi, puisque ça concerne les applications, c'est ce qu'on appelle la taxe Apple. C'est la commission de 30% prélevée par l'entreprise sur les revenus des développeurs d'applications qui passent par son App Store. Et là encore, le reproche est un peu le même. On dit au groupe qu'il dicte ses conditions alors qu'il est en position dominante. Alors quelles vont être les sanctions, Simon ? Eh bien, ça va s'accélérer, puisque la Commission européenne a dit il y a quelques jours qu'elle allait très bientôt officiellement accuser Apple pour ses pratiques. C'est le préalable aux amendes, aux sanctions, etc. L'autorité de la concurrence doit également très bientôt répondre à la plainte des associations publicitaires. Et puis la CNIL, le gendarme des données, qui doit encore se prononcer. Mais au vu des dernières décisions de la CNIL, on peut imaginer qu'elle va se montrer assez agressive, puisque c'est pour un motif assez similaire qu'elle a condamné Google à 100 millions d'euros d'amende l'an dernier. Voilà, autant dire que les prochains mois s'annoncent très chauds pour Apple. Et on compte sur vous, Simon, pour suivre ce dossier de près. Merci, Simon Tenenbaum. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. La publicité peut-elle contribuer à faire avancer la cause des femmes dans la société ? À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes cette semaine, la Fondation des femmes a lancé sa campagne « Regarde-moi bien ». Sa présidente est avec nous sur ce plateau. Bonjour Anne-Cécile Meffer. Bonjour. Et à vos côtés, c'est Gilles Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Australie GAD, groupe donc dont fait partie Little Stories, l'agence qui a imaginé cette campagne. On regarde tout de suite un bout de cette publicité. Regarde-moi bien. Ne détourne pas le regard. Regarde-moi bien quand je suis en première ligne. Regarde-moi bien quand je dis non. Regarde-moi bien quand je refuse de tout gérer chez nous. Regarde-moi bien quand je demande un salaire égal. Regarde-moi bien quand je porte plainte. J'ai pas prévu de renoncer. Regarde-moi bien, avec la participation de personnalités comme Julie Gaillet, Muriel Robin, Anna Mougladis. On va en parler. Anne-Cécile Meffer, cette campagne a-t-elle eu les retentissements que vous souhaitiez ? Oui, elle a même carrément dépassé nos espérances les plus folles, puisque aujourd'hui, c'est quasiment 10 millions de personnes qui ont pu le voir sur les différents supports, entre ce clip qui est passé sur beaucoup de chaînes de télévision, entre les affiches qui sont magnifiques, qui sont vraiment très très belles, qui ont pu être diffusées un peu partout, à la fois grâce à Omnicom Média, qui nous a trouvé des espaces gracieux en gare, des espaces gracieux grâce à Gare et Connexion, des espaces dans les journaux, des espaces aussi dans le digital. Donc en fait, cette campagne, elle a été vraiment diffusée partout. Et puis, les internautes, les personnes sur les réseaux sociaux se sont aussi vachement emparées de cette campagne en rajoutant « Regarde-moi bien quand » et en réinventant les phrases. Donc, c'est exactement ce qu'on espérait. Et en se mettant elles-mêmes leurs photos, on avait aussi un filtre sur Instagram. Ouais. Donc, plus de 400 000 personnes ont vu ce filtre. Et puis, on a aussi eu des bénévoles qui ont voulu coller ces affiches partout. Donc, on est vraiment sur une campagne qui a connu un vrai succès et dont les femmes se sont vraiment emparées. Frédéric.
Gilles, le Regarde-moi bien, c'est venu comment? C'est l'agence qui trouve ça? C'est un boulot collectif. Regarde-moi bien, c'est venu d'abord d'un brief qui était sur l'invisibilité. Comment mettre les femmes en lumière? Parce que c'est un peu le problème, on considère que ne pas laisser s'exprimer les femmes, c'est bafouer leurs droits. Donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, on voulait mettre en lumière. Donc au départ, on était sur l'invisibilité, et c'est dans les discussions qu'on a eues avec Anne-Cécile et toute l'équipe qu'on a trouvé Regarde-moi bien. Et le Regarde-moi bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement une espèce de... On est au-delà de la revendication, on n'est plus dans l'époque de la revendication, on est dans l'époque de l'action. C'est quelque chose qui fait sens et auquel on a donné un sens graphique. C'est quasiment de la sémiologie. Quand tu regardes, il y a 2 bandeaux autour de l'œil. Donc c'est vraiment, on focus sur la pupille et on assume, regarde-moi bien, quand je parle, quand tu me dis non, etc., etc. Donc c'est vraiment une approche qui a été très centrée sur le regard et le fait de dire aux femmes, allez-y. Pour moi, c'est du pur empowerment. Oui, puis c'est une question on interroge celui ou celle qui regarde cette affiche. Et donc dans le Regarde-moi bien, c'est aussi une question, une injonction qui est posée aux spectateurs, aux spectatrices. Et d'ailleurs dans le clip, on voit qu'en fait on prend la caméra, c'est des jeux de caméra, des jeux de regard. Et donc on n'est plus dans, il faut que les femmes soient visibles. En fait, on assume. En fait, on est visible. On est là, vous êtes là, je suis là, on est là. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre parole? Vous, qu'est-ce que vous faites de ce que je suis en train de dire? Et qu'est-ce que vous faites au-delà dans la caméra de ce qu'on est en train de dire? Donc ce Regarde-moi bien, ce qui est hyper intéressant, et dans les échanges qu'on a avec l'agence, ça nous a vraiment aidé à atterrir sur ce bon mot. C'est quelque chose qui est plus en lien avec l'époque. Parce qu'en fait, constatons, le fait est que ça y est, les femmes, elles parlent. Les femmes, elles sont visibles. Avec le Covid, on voulait les mettre en valeur aussi de tout ce qu'elles ont fait pendant le Covid en première ligne. Ces aides-soignantes, ces infirmières, 90% du personnel des métiers du care, c'est des femmes. Donc comment est-ce que toutes ces femmes, non seulement, enfin, on peut pas dire qu'elles sont pas visibles, mais comment quelque part on accueille leur présence? Comment est-ce qu'on reconnaît leur présence financièrement, aussi, socialement, voilà. C'est le regard et c'est la parole quand même. C'est un petit. Oui. En tout cas, si on se base sur le film, au fond. Écoute-moi bien. C'est plutôt écoute, oui. Mais dans le Regarde-moi bien, il y avait quelque chose un peu d'assumé aussi, d'assez. Alors, il y a quelques personnes qui l'ont accueilli un petit peu plus, avec un peu plus de réserve, en me disant mais c'est un petit peu autoritaire quand même. Alors bon, Regarde-moi bien, c'est pas non plus un gros. C'est de la détermination. Bon, hein, en tout cas, voilà, c'est pour convaincre quand on a un sujet sensible à traiter comme ça, quand on est l'agence. Qu'est-ce qu'on se dit? On réfléchit au sujet, on réfléchit surtout au fait de rendre ça appropriable par les gens. C'est-à-dire non seulement avoir un message qui ne soit pas mou, qui ne crée pas l'indifférence, qui ne soit pas provoquant, parce qu'on n'est plus à l'ère de la provocation, on est à l'ère de la génération hashtag. Il y a juste un truc que je veux dire, c'est du pur planning stratégique, mais il y a eu 3 moments importants, je trouve, dans le droit des femmes. Il y a quelques décennies, tout ce qui était autour du droit de vote. Il y a eu ensuite autour de l'avortement, et on voit que certains pays s'y mettent un peu tard, mais c'est un vrai débat. Regardez ce qui se passe en Argentine. Et maintenant, depuis Weinstein et le MeToo, on est dans cette 3e vague qui est extrêmement intéressante, qui est la génération hashtag. Et vous vous rendez compte qu'on arrive à croiser une revendication individuelle et un mouvement collectif. Et on surfe à fond là-dessus avec cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a eu une appropriation totalement dingue de la campagne, vu qu'il y a eu, je ne sais plus combien, 14 000 personnes qui ont elles-mêmes mis ce signe de femmes et des hommes qui sont mis à débattre. Donc on est vraiment dans cette appropriation. C'était ça pour nous le côté très important. Et alors, c'est la première fois, je crois, que vous collaboriez ensemble. Comment fait-on pour s'imprégner de l'ADN d'une marque, de la Fondation des femmes en si peu de temps? Je crois que la campagne a été réalisée très rapidement. De longs mois, à peu près 2. Raconte comment c'est arrivé. À peu près 2 mois. Ouais, c'était très court. Oui, on avait très envie de faire quelque chose pour le 8 mars, et puis on avait envie d'être dans cette logique de mettre en valeur les femmes, les rendre visibles, et puis d'assumer des choses, d'assumer le fait qu'on maintenant on est là, on est puissante, on est forte. Et on en parlait avec nos ambassadrices, donc Caroline de Maigret, Yael Naïm, Julie Gaillet. Et Yael dit écoute, moi je connais une super agence, je vais les appeler et puis on va voir ce qu'ils vont dire. Et donc voilà, elle a appelé Gilles. À Noël. Immédiatement. J'étais au Liban. J'ai pas dit oui immédiatement. J'étais au Liban avec Nathalie et. Donc les délais sont très courts. Très courts. Ouais, on a répondu oui début janvier et on a foncé. Ça a été 6 semaines totalement dingues pour sortir la campagne. Parce que c'est un écosystème énorme. Hein. Ça va de la Tour Eiffel. Oui. Mais en si peu de temps, on arrive à comprendre ce que son client souhaite, et surtout pour un sujet sensible. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et il faut bien comprendre la tonalité qu'on cherche. C'est-à-dire qu'au départ, la première campagne qu'on avait faite sur l'invisibilité, la tonalité était un petit peu plus victimaire. Et donc, c'est en discutant vraiment avec Anne-Cécile qu'on s'est dit non, il faut retourner ça et être plus sur le fait d'assumer et aller jusqu'à Regarde-moi bien. Et au-delà du 8 mars,
Parce que bon, vous avez atteint, vous étiez à l'heure. Nous, c'est clair que sans agence, d'ailleurs, dès le tout début de la Fondation des femmes, on fête nos 5 ans ces jours-ci. En fait, sans agence à nos côtés, on ne peut pas faire ce qu'on fait. On est dans cette... Les féministes, elles ont fait des choses incroyables et totalement miraculeuses avec 3 bouts de ficelle. Mais la Fondation des femmes, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est vraiment le grand public. Nous, on est une organisation qui collecte des dons. Comme ça, vous pouvez justement... On collecte des dons pour qu'on va ensuite reverser aux associations. Sans une communication nickel chrome, sans la légitimité que ça nous donne, sans la confiance que ça impose aussi à nos donateurs et nos donatrices, on n'existe pas. Donc la communication, c'est vraiment clé. Et avoir avec nous Little Stories du groupe Australigad, ça nous a vraiment aidés. Sans elle, on n'aurait pas fait cette campagne. Et donc, dans les mois à venir... J'espère que nous aurons encore de grands projets ensemble, puisque voilà. Non, mais franchement, ça s'est bien passé. Très bien. On va refaire. Non, mais je dois dire oui. La réponse est oui. En direct. On est content de l'apprendre. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Anne-Cécile Meffer, présidente de la Fondation des femmes, et Gilles Masson, coprésident d'Australigad. Frédéric, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Très bon week-end à tous sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.